Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, je suis de nouveau avec mon pote et collectionneur Benny pour un nouvel épisode. Bienvenue à toi Benny. Hello Marc. Et alors aujourd'hui on a encore un nouveau débat horloger, comme souvent entre nous. Je te laisse introduire le sujet. Alors, on avait pensé que ce serait intéressant de discuter de ce qu'on appelle aujourd'hui les montres néo-vintage. Ouais. Ou du style rétro-contemporain. Ouais. Voilà, il y a plein de termes marketing différents pour désigner la même chose, mais c'est ces montres qui sont flambantes neuves, mais qui ont l'air d'avoir 50 ans, quoi. Et alors, pour aller un petit peu plus loin dans la définition, quand tu dis qu'elles ont l'air d'avoir 50 ans, visuellement, ça se retrouve comment? Alors, la première chose, c'est les codes du design. Hein. Ouais. On revient, par exemple, à des aiguilles bleuies, à des designs où on va voir les cadrans qui sont plus blancs ou qui sont plus éclatants de blanc. Il y a un côté crème sur les cadrans, sur les couleurs des différents cadrans. On reprend aussi des cadrans avec des index qui sont typiques parfois des années 50-60. Alors donc là tu parles des codes esthétiques effectivement. Moi il y a un élément qui pour moi symbolise vraiment ça et je pense que c'est là où il y a beaucoup de controverses entre guillemets. Vas-y. C'est avec les index qui vont être faussement patinés. Exactement. Tiens. Et c'est là où voilà il y a un vrai débat. Alors toi qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors, je voulais y venir. Il y a deux choses. J'en pense deux grandes choses. Moi je dois dire que en termes de design, j'adore, Ouais. parce que ça rend hommage en fait à des montres qui, en termes de design horloger, étaient plus canons que jamais. Et puis malheureusement, si c'est des montres, des vieilles montres militaires, par exemple des années 40, des années 50, si on veut en trouver aujourd'hui, même dans le vintage, il y en a très peu, et celles qui restent, elles sont dans des états généralement déplorables. Ouais, c'est des achats, faut dire, qui sont hyper casse-gueule, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Enfin, il y a de fortes chances que déjà le cadran soit défoncé. C'est plus une patine. Enfin, je veux dire, la montre elle est éclatée. Et puis au niveau du Les mouvement, couronnes sont pas d'origine, le mouvement il est bidouillé, on sait pas exactement. comment. On se retrouve avec des Frankenstein. Et puis si on a même un truc d'origine, enfin la montre ne fonctionnera pas, quoi. Enfin, et c'est quand même dommage d'avoir une montre qu'on peut pas utiliser, qu'on peut pas porter comme une montre fonctionnelle. Donc je dois dire que c'est une super idée. C'est une mode que j'accueille véritablement avec enthousiasme, puisque ça donne des très beaux trucs. Hein, chez Hamilton, la Khaki Field Mechanical. Ah, ça c'est le bon exemple, tu vois. C'est selon moi c'est le bon exemple de la montre qui a ce look effectivement vintage, etc. Mais qui est très sympa, qui plaît, qui a la mode aujourd'hui. Tu peux pas le nier. Mais qui à la fois aujourd'hui, t'as une vraie montre moderne, c'est-à-dire que t'as un mouvement de qualité, t'as un stop seconde, Ouais. enfin voilà, t'as des anti-chocs, etc. Peut-être même anti-magnétiques. Enfin voilà, pas mal de choses sympas en termes techniques sur une montre qui de mémoire est aux alentours de 500 €, voire même peut-être moins. Exactement. C'est dur de faire franchement mieux, quoi. Donc La montre est top. Et puis c'est bien vu. Hein, c'est ce qui est génial aussi avec ce néo-vintage. Parce qu'on pourrait dire, alors pourquoi ne pas aller sur les vintage? Déjà, je disais, la première raison, c'est que les montres véritablement vintage, elles sont défoncées. Et puis, c'est quand même vachement bien d'avoir la technologie, la mise à jour technologique horlogère d'aujourd'hui, avoir des boîtes plus grosses, avoir un stop seconde, avoir quelque chose qui fonctionne, qui est beaucoup plus précis. Et ça me fait penser à une discussion qu'on avait tout à l'heure à table quand on déjeunait, parce qu'on parle aussi de montres, enfin toujours de montres. Exact. On parlait de la 806, la Navitamer chez Breitling. Ouais. Puis tu me disais que ça c'était une montre que t'aimerais bien avoir. Ce à quoi je te répondais, le problème c'est qu'aujourd'hui tu les regardes, elles sont toutes dégueulasses. Tu vois les cadrans, C'est vrai. elles sont toutes défoncées, C'est piquées de partout. Et c'est pas patiné selon moi, c'est vraiment c'est pas une jolie patine homogène, uniforme, etc. Non. C'est des montres qui, selon mes critères en tout cas, sont abîmées. Et pour trouver un très beau modèle, c'est hyper compliqué. Et c'est un modèle qui a été réédité, je pense, il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Exactement. Et par Breitling. Et
une réédition qui est hyper fidèle à l'original. Moi, j'aime beaucoup. La réédition, je trouve qu'elle essayé aussi, je l'avais trouvé très chouette. Je trouve canon. Peu de choses à dire sur cette réédition. Je l'ai essayé pareil. Elle est hyper canon. Après, bon, c'est le prix. Sous prétexte que c'est une réédition et que ça coûte, je veux dire, ça, c'est un véritable hommage, en fait, à la plus belle des Navitimers, les 806, vraiment les vieilles. Je crois que le prix, il était assez élevé, pas loin de 8000 francs, quelque chose comme ça. Mais ça reste moins cher qu'une Desola, hein. Tout à fait. Qui reste un chrono acier aussi. Bon, qui est acier sur acier, donc ça reste différent. Après, ça, je pense que c'est un autre débat et qu'il faudra qu'on aille sur une discussion, véritablement sur un prochain épisode du podcast. Comment expliquer ces écarts de prix, par exemple, sur les montres qui sont identiques. Positionnement, ça. Voilà, positionnement. Et ça, c'est toute une autre discussion. Donc, c'est super bon exemple, la 806, la vieille, l'ancêtre de la vieille Navitimer. Sur une vintage, ça va être compliqué. Sur la réédition, si on aime le look et qu'on veut avoir quelque chose de parfaitement fonctionnel et qui est parfait. Et qui est juste plus beau, faut dire ce qui est, à moins d'avoir un modèle vraiment de qualité musée, t'auras forcément quelque chose qui sera, abîmé, quoi, tout simplement, malheureusement, parce que c'est une montre qui est magnifique, quoi. Et en plus, ce qui est génial, c'est que voilà, sur une réédition, on a le même design, on a généralement des boîtes un peu plus grosses pour coller avec les standards actuels. Ouais. On a un mouvement qui va être beaucoup plus précis et qui va mieux tourner. On a une glace saphir. C'est vrai. Hyper important. Ouais. Parce que quand même sur ce modèle-là, sur les vieilles montres militaires, c'est tout avec des plexis. Ouais. Si on porte une montre normalement, sans la porter tous les jours, mais la porter régulièrement, le plexi, il se défonce au bout de 2 ans. Hein. Faut les changer véritablement. Ils vont finir par se rayer. Donc, et puis t'as le saphir côté mouvement aussi pour voir le mouvement. Exactement. Alors pas sur toutes les rééditions, mais tu peux être sûr que les montres d'époque tu les avais pas, ça s'est réglé. Et ce qui est super aussi, parce que sur ces montres-là, il y en a plein qui sont canons. Et à l'époque, on pouvait pas voir le mouvement qui est quand même une des parties les plus sexy de la montre. Ouais. Donc c'est là où ce rétro contemporain, ce néo vintage, où on marie le meilleur des deux mondes, en fait, des deux époques, quoi. Mais t'as un vrai changement aussi qui était que de dire qu'à l'époque, le mouvement il était là parce que il y avait pas d'autre alternative. Exact. Et maintenant, finalement, on n'a pas besoin de montre on est que sur le côté plus artistique, etc. Et le plaisir à proprement parler. Et donc là, il y a un intérêt à montrer le mouvement, alors qu'avant c'était vraiment quelque chose d'hyper fonctionnel, même si c'était décoré, magnifique, tout ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu portes une montre pour le plaisir de la porter. Ouais, alors qu'à l'époque, c'était purement fonctionnel. Et donc, pour revenir sur ces rééditions, ces néo-vintage, ce rétro-contemporain, j'aime beaucoup, surtout ce qui est les montres militaires, c'est chez Hamilton, chez Tissot, il y a des trucs sympas, chez Longines, il y a des trucs très sympas aussi. Zenith a fait des très belles rééditions de montres un peu iconiques, sport, leur chrono, là, qui est une forme... les A384, 386, tout ça. Qui sont mi-tonneaux, mi-carrés, très, très graphiques. Ouais. C'est hyper sympa. Ouais, c'est très sympa. Taguer a fait aussi, à sortir les chronos, les Otavia, exactement. Même, ils les ont restampillés ER. Ouais. Pour accentuer ce côté vintage, là. Exactement. Alors, tu vois, ça me fait dire un autre truc. Il y a quelque chose, en revanche, que je reprocherais, d'une certaine manière, c'est cette tendance plus dans l'industrie marketing à vouloir tout le temps reprendre les modèles comme ça. De temps en temps, fait à bon escient, c'est super sympa. Tu vois, par exemple, la 806, là on en parlait, c'est cool. Là où ça va avoir tendance à me déranger d'une certaine manière, ça va être quand tu vas sentir que la marque est en panne totale d'inspiration et la seule chose qu'elle est capable de faire véritablement et de présenter, ça va être que des rééditions du passé. Je trouvais qu'il va y avoir une espèce de paresse un peu créative. C'est vrai. Il faut trouver cette balance-là parce qu'effectivement, t'as des modèles qui sont magnifiques à l'époque et ce serait dommage de s'en priver et utilisons-les, c'est cool. Mais si ta marque ne propose que ça, bon je veux dire, il y a un moment, tu vas être en 2050 et tu vas pas reprendre que les montres avant. C'est vrai, mais après, quand tu as produit une montre qui est une icône et qui est véritablement appréciée de tous et qui est une demande limite perpétuelle. Ouais, mais je vois où tu veux en venir, mais là où je serais pas d'accord, c'est regarde, tu prends une Speedmaster,
elle a évolué gentiment, etc. avec son époque. Ou tu peux dire ça de toutes les montres iconiques, une Reverso, une Submariner, etc. Et elle reste actuelle. Tu vois, une Submariner aujourd'hui, elles sont sorties là au 1er septembre, il y a pas si longtemps que ça, les toutes nouvelles. Bon, tu vois tout de suite que c'est une moderne, il y a pas de doute. Si tu mets l'original de 53 côte à côte, ça a rien à voir pour un puriste, entre guillemets. Et en même temps, elle a su évoluer et t'as une Submariner moderne. C'est contrasté parce que tu peux tomber sur Audemars Piguet, qui a son Royal Oak, et justement, on leur a reproché pendant des années de faire que la Royal Oak. Si tu regardes aujourd'hui la 152, voilà, elle est pas extrêmement différente de la Jumbo de l'époque, quoi. Non, c'est sûr. Et pourtant, c'est une montre qui reste véritablement demandée, qui est une icône et puis qui est top. Ouais, pour moi, ce qu'il y a de plus beau chez Audemars Piguet. Et on les a critiqués pendant pas mal d'années en leur poussant l'argument comme quoi ils se raccrochent à cette icône, il n'y a pas véritablement de création artistique, il n'y a pas de créativité les montres. Ils sortent avec code 1159, un truc qui est complètement différent. Et là, inversement, je pense que c'était les mêmes personnes, une grande partie des mêmes personnes qui l'ont tombé dessus parce qu'ils étaient uniquement sur la Royal Oak, qui leur tombent dessus avec 1159 en leur disant pourquoi vous vous amusez à faire autre chose alors que vous faites parfaitement la Royal Oak. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire, ouais. Bon, alors, là, forcément, on dérivait un petit peu du sujet, mais c'est intéressant. Et tu vois, si on revient dessus, le côté les faux index, ça, pour le coup, moi, ça me dérange pas, parce que quitte à faire une montre avec les attributs, on va dire esthétiques en termes de design du vintage, autant que visuellement, ça ressemble vraiment à du vintage, parce que si t'as un index tout blanc, éclatant, quelque part, ça va dénoter avec le reste du design qui va être plus vintage. Et pour moi, aussi un autre argument important, c'est que ça va être des index qui vont être luminescents, alors que les index patinés d'époque, ça plus luminescent du tout, quoi. Donc fonctionnellement, t'as quand même quelque chose qui fonctionne, ce qui est pas plus mal. On est d'accord. Enfin, on est d'accord. Oui et non. Allez, vas-y. Alors, moi, j'adore pour le design. Ça revient. On l'a dit, ça hommage véritablement à ces montres des décennies des années 50, 60, 70, même 80, pour créer ce qu'on pourrait appeler des young timers. Où ça me gêne, c'est par exemple, j'ai un exemple très précis en tête, c'est la Longines Heritage Military. Ouais. J'adore le design de cette montre, très belle réédition, mais après, quand on y prête un peu plus attention, on voit que sur le cadran, ils ont véritablement peint une patine. Vieillissement. Et là, pour moi, on arrive un peu aux limites du sujet, où j'ai un peu le sentiment quand même que le consommateur est un peu pris pour un couillon, quoi. Dans le sens où c'est beaucoup de marketing et pas grand chose d'autre. Oui, mais alors, je suis d'accord avec toi, mais faut pas être naïf non plus. Si tu vas chercher un design un petit peu vintage, etc., pour moi, c'est partie du package. Là où ça me dérange, c'est quand la marque n'a que ça à proposer. Et t'as pas mal de marques où tu vois le catalogue, c'est très comme ça, ou beaucoup de marques aussi qui se lancent les Kickstarter ou tout ce que tu veux qui se lancent, ou même pas forcément Kickstarter, mais qui vont en repartir que de là-dessus. Ou alors aussi t'as cette grande mode de faire revivre des marques. C'est chouette parce que t'as des beaux designs qui méritent d'être vus et de renaître. Et si t'as que ça à proposer, pour moi, tu t'enfermes un petit peu dans quelque chose et t'as pas forcément une vision à long terme, ce qui est presque paradoxal d'aller chercher quelque chose dans les archives. Ouais, c'est vrai, mais c'est un point encore différent que je vais exprimer, c'est que les fausses patines. Ouais. Les fausses patines, le vieillissement qui est fait de manière propre. C'est tout à l'heure, ouais. J'ai quand même énormément de mal. Mais voilà, et moi, mon point, c'était de dire, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où, visuellement, ça va avec le reste du design, et techniquement, c'est du Luminova qui va être avec une autre couleur, donc au moins, ça va pouvoir jouer son truc, tu vois. Et tu parlais, toi, tout à l'heure l'argument d'avoir des montres avec des technologies un petit peu plus modernes, ça veut dire que t'as aussi tes index qui sont luminescents et qui tiennent, qui renvoient de la lumière. Les index sont luminescents. Ouais.
Vraiment, je t'encourage à les regarder, et ceux qui nous écoutent aussi, pareil, cette Longines Heritage Military. Ouais. Pour voir véritablement, ils verront, il y a des points qui sont marqués, en fait, une fausse patine vraiment qui est peinte directement sur le cadran. Ouais, j'ai peut-être pas bien en tête, je regarderai. Et moi, ça me gêne beaucoup. C'est comme les gens qui achètent un jean neuf qui est troué. Ouais. Il y a ce genre de délire là. Ouais. C'est du vieil. Je veux dire, c'est une patine. C'est trop artificiel pour toi. Enfin, c'est l'usage qui est fait, qui est fait proprement en plus quoi. C'est artificiel et ouais, pour moi, psychologiquement, ça me pose beaucoup de soucis quoi. Bon alors une chose en revanche que j'apprécie quand tu vas dans les montres néo-vintage, c'est le fait de se retourner dans le passé, pas juste en termes de design, mais enfin plus le côté culture horlogère, tu vois. Ouais. C'est de se dire tiens, on va redécouvrir des modèles, on va redécouvrir des horlogers, des ingénieurs, tout ça derrière, une époque, des tendances, des machins. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est des histoires qui autrement seraient peut-être un petit peu perdues. Et je trouve que voilà, l'exercice permet ça. Totalement d'accord, et ça c'est super quand on va remettre à l'honneur une montre en particulier, comme tu dis, un ingénieur, un concepteur, une complication aussi, ce qui est top. Je sais qu'on parle régulièrement de cette montre, c'est la Patek Philippe, la World Time. Ouais. La manière dont ils la font aujourd'hui. Oui, c'est les travaux de Louis Cotier de l'époque, c'est vrai. Exactement, c'est quasi une réédition et c'est vraiment mettre de la lumière et mettre à l'honneur un style, une complication et un concepteur de l'époque quoi. Ouais, complètement. Et puis un autre avantage un petit peu effet indirect que j'apprécie, c'est le côté que qui dit montre rétro contemporaine ou vintage, ce que tu veux, dit vintage, dit diamètre plus petit. Et je pense que ça accompagne un petit peu cette tendance de fond qu'on a de revenir vers des diamètres un petit peu plus contenus. Et alors pour moi, qu'il y a des tout petits poignets, mais pas juste mon expérience personnelle, mais tout simplement, c'est plus petit, c'est plus proportionné. Et puis tu vois aussi plus le côté, selon moi, la technique, c'est de réussir à faire quelque chose de plus petit. Finalement, c'est une horloge que tu mets au poignet. Il y a tout ce travail de miniaturisation que tu retrouves dans une montre plus petite. Tu sais que je suis un fan des petits diamètres, donc c'est quelque chose, je suis d'accord. Même si précédemment j'ai dit ce qui est top, c'est que on peut avoir des boîtes plus grandes. Oui, mais les standards. De façon responsable entre guillemets, tu vas peut-être plus avoir les 34-35 mm, mais tu vas avoir un 38-39. Ouais, c'est top. Qui est le meilleur des deux mondes en fait, tu vois. Après, t'as le problème aussi inverse. C'est des mecs qui font du rétro contemporain, mais sur des boîtes qui sont énormes. T'as un exemple en tête? Je pensais pas la réédition Breitling, mais le Navitimer là, il y a encore quelques années. Ah oui, mais alors là pour moi on n'est pas tout à fait dedans, c'est vraiment l'évolution normale du modèle. C'est comme Rolex qui fait évoluer sa Submariner, elle est un petit peu plus large, elle a la lumière céramique, tout ce que tu veux, mais c'est comme il y a pas une ambition de faire du néo, tu vois. Non, il y a pas une ambition de faire du néo vintage, mais c'est aussi une des grosses critiques, c'est que parfois tu avais une icône, tu veux la garder, est-ce que tu la dénatures pas quand tu grossis? Ouais, c'est un des maux de notre temps, l'obésité, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, on les voit, et c'est les critiques qu'on fait sur des Porsche, par exemple, les nouvelles 911, elles sont toujours plus grosses, alors que les 911, à l'époque, elles sont plus fines, c'est pas le même rapport poids-puissance, c'était beaucoup plus intéressant. On pourrait faire ce parallèle-là avec l'horlogerie. Parfois, où t'as des icônes horlogères qui sont top, et elles passent leur temps à grossir, quoi. Complètement. Et puis bon, voilà, un autre point positif, c'est que souvent ces montres-là, j'ai l'impression que ça s'adresse plus à des collectionneurs débutants. Débutants sans connotation négative, mais tu vois, primo-accédant, on va dire. Et parce que c'est une bonne porte d'entrée, c'est une histoire qui est facile à raconter, qui permet de se plonger dedans. Et je pense que ça contribue pas mal une porte d'entrée dans l'horlogerie. Tout à fait, parce que le vintage, c'est quand même pas pour les débutants, quoi. C'est hyper casse-gueule. C'est hyper casse-gueule. C'est compliqué de mettre beaucoup d'argent dans une montre qui va pas être fonctionnelle. Alors, elles sont pas toutes, évidemment, heureusement. Mais au-delà de ça, c'est pas juste la fonctionnalité, mais il faut connaître. Ouais. Tu vois, je veux dire, faut connaître les bonnes références, s'assurer que tout va bien ensemble, que tout est d'origine. C'est compliqué. Puis quand bien même elle serait pas fonctionnelle, c'est pas bien grave dans le sens où ça se répare, mais il faut le faire réparer par la bonne personne, faut savoir auprès de qui s'adresser. C'est un sacré budget. Ça dépend. Ça peut être que généralement, quand même, si en Suisse, si on veut le faire proprement, ça devient tout de suite un sacré budget. On en avait parlé, je pense, dans un autre épisode. Tu vois, si tu prends une Datejust,
d'époque, parce que c'est sympa. Je le disais dans un épisode que c'était l'épisode 39, il me semble que c'était parfaitement pour débuter dans le vintage, parce que tu vas avec l'année de naissance, il y a le petit exactement, et puis tu vas chercher tout, tu te dis bah tiens, je suis né telle année, je regarde que le bracelet matche bien, que le cadran soit, enfin tout ça bien, et finalement à faire réviser, c'est pas plus cher qu'une Datejust actuelle. C'est vrai, tu vois. Non mais ça c'est vrai. D'ailleurs, dépêchez-vous sur le Datejust, parce que depuis le temps qu'on en parle, ça monte. Ouais. Ça monte, et bientôt je serais pas surpris que des vintage elles se retrouvent plus chères qu'une Datejust neuve, en fait. Donc, ça pourrait. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet de l'épisode du moment, mais je trouve que c'est un très bon conseil, une très belle parenthèse, puis une belle manière de clore le sujet. De conclure. Exactement. Dépêchez-vous, l'argent vous brûle les mains, achetez. Voilà. Bah merci Benjamin, puis à bientôt pour un nouvel épisode empli de sagesse comme à chaque fois. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.